Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, on fait le tour des dossiers de Saint-Urbain avec la mairesse Claudette Simard. Petite-Rivière-Saint-François présente son nouveau plan d'action stratégique. La Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul investit dans de nouveaux équipements. Qu'est-ce que le comité touristique Cratère et Marée nous prépare ce printemps? Retour sur le gala Charlevoix reconnaît. Et TVCO met en ligne son nouveau site Web. Bonne émission! La municipalité de Saint-Urbain a aussi été lourdement touchée par les inondations de mai 2023. J'en discute avec la mairesse Claudette Simard, qui nous présente aussi de nouveaux projets plus joyeux pour sa communauté. Claudette Simard, bonjour. Bonjour, Lydia. Ça fait un petit moment qu'on vous a vu à TVCO, donc oui. on va prendre le temps ensemble de faire le tour de ce qui se passe de votre côté à Saint-Urbain. Oui, merci. On a beaucoup parlé des inondations, des sinistrés du côté de Baie-Saint-Paul. Il ne faut pas oublier que Saint-Urbain aussi a été touché. Oui. Où vous en êtes de votre côté? Qu'est-ce qui se passe avec les sinistrés? Au niveau des ententes avec le ministère de la Sécurité publique pour les citoyens touchés, il nous en reste deux. Il y a deux dossiers encore qui sont à finaliser et on souhaite bien sûr pour ces gens-là que ce soit le plus tôt possible. Oui. Mais dans l'ensemble, écoutez, on a eu à peu près une dizaine de dossiers. Okay. Et des dossiers assez complexes aussi. On n'est pas loin de drames à travers tout ça, de ce qui s'est passé. Ben oui, on se souvient quand on bien les avait sûr qu'on parle de ce qui est arrivé, mais au niveau des sinistrés, là, c'est difficile à vivre et à passer à travers tout ça. Est-ce qu'il y a eu des démolitions du côté de Saint-Urbain? Oui. Oui. Présentement, on en a 3 de démolis. OK. Je ne suis pas certaine s'il va y en avoir d'autres. Je croirais que oui, mais non. Pour le reste, il y a eu une maison qui est tombée dans la rivière. Oui, on l'a vu. Oui, c'est ça. Fait d'autres qui vont être déménagés. Est-ce qu'il y a aussi un programme d'immunisation des bâtiments comme on voit sur la rue Saint-Joseph à Baie-Saint-Paul? Oui, bien sûr. Oui, c'est donc la même chose qui est possible tout à fait. du côté de Saint-Urbain. Oui. Donc, on souhaite encore bon courage à ces sinistrés-là. On sait que ce n'est pas terminé. Et toujours en lien avec les inondations, là, on a entendu parler de l'enquête du coroner qui va avoir lieu bientôt là, au sujet des 2 pompiers. Oui. Alors, ça va débuter plutôt milieu d'avril. OK. Alors, si les gens ont besoin d'informations, ils peuvent aller sur le site du coroner.gouv.qc.ca. OK. Puis là, on peut y suivre l'évolution. Probablement, oui. OK. Puis, on sait combien de temps ça dure à peu près comme enquête? Moi, je pense que c'est autour d'une dizaine de 8 à 10 jours. Pas consécutifs, là, vraiment répartis sur avril et mai. OK. Puis à la suite de ça, il va y avoir des recommandations, j'imagine, qui vont être émises. Bon, donc, on va maintenant aller du côté plus des bonnes nouvelles, si vous voulez bien. Ça fait du bien. Bien oui, donc des bonnes nouvelles au niveau de la petite enfance, un CPE qui verra le jour à Saint-Urbain. On a bien hâte, c'est une première. On avait déjà eu par le passé une garderie dans l'hôtel de ville pour les jeunes, pour les groupes 3-5 ans à l'époque. Ça fait quand même au moins une quinzaine d'années de ça, mais j'adorais de voir les jeunes à l'hôtel de ville. Mais là, on va concrétiser un CPE avec 6 enfants parce qu'il y a seulement qu'une... On a juste une éducatrice pour le moment. C'est ça, une éducatrice. Et c'est en lien, bien sûr, avec le CPE du Soleil à la Lune de Baie-Saint-Paul. De Baie-Saint-Paul. Oui. Donc, on passe par ce CPE-là pour les inscriptions, autant du côté de Saint-Urbain que de Baie-Saint-Paul. Je suis pas certaine de donner la bonne information, d'avoir la bonne information. On s'informe de ce côté-là. Et ça va prendre place dans le centre communautaire? Oui, au deuxième étage du centre communautaire. Ah, super. Donc, dès avril, c'est ça? Oui, censé être dès avril. Moi, là, il y a encore des choses à finaliser, mais en fait, ça devrait se concrétiser pour le milieu d'avril. Est-ce qu'on sait si on a d'autres éducatrices là, ou des éducateurs qui se présentent, on aurait-tu la place pour ajouter des groupes? On aurait la place pour augmenter le groupe. Je pense qu'on va y aller étape par étape, puis ça prend aussi le besoin ou le goût pour une personne de s'impliquer, de faire partie d'un CPE comme éducatrice, alors à suivre. D'accord, super. Autre bonne nouvelle, Sentier des Mines. Donc, on se souvient, on sait qu'il y a déjà des beaux sentiers de vélo de montagne à Saint-Urbain. On a un beau réseau qui se construit. Tout à fait. Puis vous finalisez là, ce grand projet-là cet été. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'on a? Écoutez, il reste à, à installer le sanitaire, une douche,
Donc, Alors, on a des tout ça- bâtiments là, Oui, pratiques, effectivement. là. Alors, le bâtiment, il est déjà existant, hein, fait qu'il reste à ajouter ça. Et encore, bien sûr, y ajouter à l'intérieur de ce beau projet un parc pour les enfants, parce qu'on a de jeunes familles avec le Sentier des Mines, avec moi, c'est ce que je veux dire, le développement du Sentier des Mines. Oui. Nous avons 40 maisons. 40 terrains vendus, il reste quelques terrains à bâtir. OK. Alors, c'est quand même assez impressionnant et on en est tellement fiers de ce projet-là. Donc, il y a un projet immobilier rattaché là, à À ça. Saint-Jérôme, bien sûr. OK, C'est commencé par, ça a débuté avec le projet immobilier et aussi, bien sûr, des passionnés de vélo de montagne qui ont vu là la possibilité d'en faire dans notre... Dans la cour. Dans la quasiment. côte pour descendre au village ou à peu près, mais oui. c'est vraiment extraordinaire d'avoir eu cette chance-là. Présentement, là, nous avons 7 km de sentiers de vélo de montagne gratuits. qui sont... C'est gratuit là, mais ça va devenir Il va payant. peut-être y avoir un... OK. Oui, effectivement. Alors, nos amis, nos jeunes de Vélo Charlevoix viennent pratiquer dans nos sentiers. Alors, il y a un beau travail qui a été fait, c'est magnifique. Alors, on est bien fiers. Il y a aussi l'interprétation des mines, qui est quand même très intéressant aussi dans ce projet-là. Et un stationnement qui a été ajouté pour permettre aux gens d'avoir plus d'espace, mais à l'intérieur du parc. OK. Et non dans la rue. Est-ce que c'est ce stationnement-là où on pourra accueillir aussi des gens qui font de la van life? Là? Oui. Il reste à déterminer le nombre de places parce qu'il y a déjà des gens qui s'opposent à ce projet-là. Donc, parce que ça les inquiète. Moi, ça reste encadré et on va en discuter au sein du conseil. OK. Donc, c'est à suivre de ce côté-là. Oui. On a parlé un peu du développement résidentiel. Oui. Non, il y en avait plusieurs, en fait, le développement. On en a un en montagne et l'autre au cœur du village. Alors, c'est la première phase et tous les terrains sont vendus. Il manque 2 terrains à construire et ça devrait se faire cette année. Et on a la phase 2 qu'on devrait débuter très bientôt pour mettre disponible. Et un projet concept nouveau là, qui s'en vient, mais qu'on ne peut pas parler parce qu'on attend que ça... Et j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que toujours dans on va innover dans ce coin-là. Oui, résidentiel. Donc, ça vous fait des beaux nouveaux citoyens. Oui, puis c'est dans le cœur du village. Et puis, il y a encore plein de projets qui s'en viennent à Saint-Urbain. Alors, et aussi du logement, peut-être du logement primodique, abordable. Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler le plus pour accueillir de nouvelles familles chez nous. Avant de vous quitter, Claudette, on en a parlé avec des maires de d'autres municipalités de Charlevoix. Est-ce qu'on se questionne par rapport à la fusion des services entre les municipalités, beaucoup dernièrement. Est-ce que Saint-Urbain a déjà des services partagés avec d'autres municipalités ou est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour vous Dans le cadre du volet 4 du ministère des Affaires municipales, et malheureusement, ce programme-là s'est terminé là, récemment. Mais il y a des municipalités, Saint-Hilarion, Notre-Dame-des-Monts, qui partagent les services d'un directeur des travaux publics et incendie, je pense, si je ne me trompe pas. Moi, au niveau de Saint-Urbain, j'ai un partage de services où on a créé un nouveau poste pour devenir agent de développement culturel et loisirs, particulièrement. Qui est partagé avec... Partagé avec les locaux. Avec les locaux, oui. Alors, c'est génial. Et c'est sur 5 ans, c'est payé par le ministère. Et on a la chance d'avoir une jeune femme tout à fait passionnée qui s'appelle Sarah Serré-Renaud. Oui. Alors, elle est vraiment géniale. Et puis, ça aide beaucoup parce que on n'y arrive plus, là, avec le personnel qui nous manque tout le temps. Alors, elle fait 3 jours à Saint-Urbain et 2 jours à l'île aux Coudres. OK. Donc, c'est une avenue intéressante pour les municipalités. Oui, c'est un début. Oui, OK, parfait. Mais c'est difficile quand on se dit, bon, moi, on aimerait partager davantage, OK? Sauf qu'on manque de personnel partout. Oui, c'est ça. Donc, voilà. C'est de trouver comment aussi administrer ça à deux à municipalités. Se questionner et à voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble d'une municipalité à l'autre. D'accord. Bien, j'espère vous voir bientôt, Claudette, pour la suite parce qu'on a plein d'autres projets. On a la revitalisation du milieu villageois qui va bien, qui avance bien. Puis ce programme-là, c'est pour l'ensemble des municipalités. Avec la MRC. Alors, c'est vraiment, là, c'est très actif et très dynamique présentement. Et ça fait du bien. Avec tout ce qui se passe autour de nous, on se dit, on avance et on continue. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Claudette. Ça fait plaisir.
À la suite d'une grande consultation citoyenne à l'automne passé, la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François dévoile maintenant sa nouvelle planification stratégique 2023-2028. Jean-Guy Bouchard, bonjour. Oui, bonjour. Stéphane Simard, bonjour aussi. Vous êtes directeur général de la municipalité. Je vous accueille tous les deux aujourd'hui pour parler de votre plan stratégique que vous avez développé. D'abord, M. le maire, qu'est-ce qui pousse une municipalité à mettre de l'énergie pour se doter d'un plan stratégique? Qu'est-ce qui a été la source de ça? C'est quoi? Si vous voyez le thème, là, rendez-vous, c'est un rendez-vous aux citoyens pour la consultation. OK. Et la dernière étape qui avait été franchie, ou le dernier projet du plan d'action, c'était ça recule de 2011. Maintenant, on avait l'obligation, le sentiment qu'il fallait interpeller les gens pour l'avenir dans les 5 prochaines années. Parce que votre ville a beaucoup changé depuis 10 ans. Voilà, il y a eu beaucoup de changements. Il y a beaucoup aussi d'actions qui se sont posées dans les dernières années. Puis on veut mettre les citoyens dans le coup aussi, par leur vision, par aussi des commentaires, par aussi des suggestions, qui nous interpellent aussi dans notre vision de développement pour les 5 prochaines années. On se recoupe souvent dans des missions qu'on fait, mais on a des grands projets qui, souvent, qu'on ne rentre pas dans les détails dans un document comme ça, mais ça nous donne une tendance, là, du suivi, puis les gens sont vraiment là, dans le coup indirectement parce qu'ils se sentent interpellés par ce document-là. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour démêler tout ça? Parce qu'il y a plusieurs thèmes. On parle de loisirs, on parle de développement, on parle d'environnement, on parle de toutes choses. Comment on s'y est pris pour démêler un peu tous les thèmes qui pouvaient être abordés par les citoyens? Bien, à la base, il y a un peu une recette qu'on a appliquée. La première étape, c'est un diagnostic, de savoir où on est rendu. Les informations qu'on avait, comme disait M. le maire, dataient pratiquement d'une douzaine d'années. Et là, on a voulu faire avec des spécialistes un diagnostic de dire où on est. Et de ça est ressorti des enjeux et des constats. Et de ces enjeux et ces constats-là, on a rencontré les citoyens pour leur poser des questions. Et c'est sûr qu'on ne peut pas tout mettre dans une planification stratégique. On met des axes, on met des orientations qui nous semblent prioritaires et qui vont nous guider dans la prise de décision dans les 5 prochaines années. Il ne faut pas oublier que c'est un document qui est vivant. Donc, il y a des choses qui vont s'ajouter, il y a des choses qui ne se réaliseront pas, et on va le mettre à jour annuellement pour être sûr d'avoir le bon impact. Petite-Rivière, là, 50 ou presque là, des propriétaires à Petite-Rivière ne sont pas des résidents. Oui. Alors, quand on fait une consultation comme celle-là, on va prioritairement entendre l'option des citoyens parce que les non-résidents n'ont pas participé aux consultations. Et naturellement, que ces gens-là ne sont pas ciblés comme ceux-là qui sont résidents, mais, sauf qu'évidemment, on a un site virtuel aussi que les gens ont l'occasion de répondre à un sondage. Ça nous permettait de compléter un certain nombre de personnes qui, de visu, nous donnaient des commentaires à lesquels c'était ajouté au document. Je trouve que c'est pertinent parce que ça nous permet de consulter tout le monde. Puis pour nous, la réalité, c'est comment qu'on rapproche ceux qui sont non-résidents avec les résidents dans le cas du développement qui est plus axé en montagne versus le cœur du village. C'est un enjeu aussi. Il y a comme 2 villages. Là, exactement. C'est un objectif qu'on essaie de plus en plus de créer des rapprochements. Et avec ces documents-là, on a les commentaires des gens. Puis voyez-vous, là, on va parler des fêtes 350e en 2025. Dans notre mission des fêtes, on dit qu'on veut intégrer cette population-là, qui sont des gens qui sont venus de l'extérieur, qui ont adopté Charlevoix, mais ils ont adopté aussi notre village. Fait qu'on veut que les gens peuvent s'intégrer, puis savoir comment est-ce que nous, notre village, on le voit aussi. Puis ils apportent des fois des commentaires drôlement intéressants à laquelle ça nous donne des pistes pour dire « Ah, on n'y avait pas pensé. Maintenant, voici le cheminement qu'on va faire dans l'avenir. » Mais parlons justement là, des 3 axes que vous avez retenus. Cette discussion-là vous a amené à vous dire ça nous prend une ville qui est plus attractive. Puis on les voit ici, là, les axes stratégiques que vous avez. Une municipalité attractive. Parlons de ça en premier. Petite-Rivière, c'est déjà la municipalité la plus attractive dans la région. Là. Vous avez des nouvelles constructions à chaque année. C'est quoi les faits saillants quand on parle de l'attractivité de Petite-Rivière? Bien, je vous dirais que la réponse est un peu dans la question. C'est une municipalité attractive, dynamique et connectée sur ses citoyens. Donc, c'est intéressant d'être une municipalité attractive au niveau touristique, au niveau... ça amène un dynamisme, mais le conseil, par l'entremise de sa planification, a décidé aussi de mettre l'accent sur ses citoyens. Donc, on veut qu'il y ait des gens, des gens à l'année chez nous, que l'école ait plus de jeunes, que les commerces de proximité se développent. Donc, c'est de trouver des moyens pour être attractif, pour aller augmenter la population, pour être capable d'offrir plus de services à cette population. Et ça veut dire quoi concrètement quand on parle d'attractivité? Plus de logements? Plus de place pour les familles? Plus de logements abordables? Qu'est-ce qu'on met là-dedans? C'est à tous les niveaux.
Ça, vous touchez la partie du logement, Oui, aussi de parce la que qualité, de vie C'est des difficile gens. de se loger à Petite-Rivière, M. le maire, il n'y a plus de place. Ben, À Petite-Rivière, c'est pas compliqué, oui, c'est mais plein. c'est sûr, à un moment donné, au cœur du village, quand on parle de notre zone urbanisée, Oui. là, il y a encore du travail à faire. On a un projet de 20 logements qui va s'accentuer dans les prochains mois. OK. Ça, c'est un élément, mais il y en aura d'autres. Il faut y aller par étapes aussi, parce que toute la partie d'investissement au cœur du village, pour nous autres, là, qui est la zone urbaine, là, Oui. ça nous préoccupe beaucoup, parce qu'il y a bien du développement en montagne, il y en a beaucoup, mais aussi, on veut mettre l'accent au cœur du village, puis c'est par des actions comme ça. Et l'attraction de Petite-Rivière, bien, d'abord, ses paysages, sa qualité aussi des activités physiques qui y siègent. Puis on veut mettre l'accent aussi sur la qualité, bande cyclable, la place où on peut courir sans être dérangé, la place où les gens peuvent admirer, des endroits où on peut s'asseoir puis contempler le paysage. C'est tout ça. Et là, on arrive donc au deuxième thème, qui est l'aménagement territorial. Voilà. C'est de ce dont vous me parlez, comment on s'aménage. Qu'est-ce que les citoyens vous ont dit sur l'aménagement? Qu'est-ce qui ressort dans votre plan stratégique sur le point 2? Bien, c'est sûr que la protection des paysages, la protection des forêts, c'est des choses qui sont ressorties beaucoup. OK. Donc, nous, on était à l'écoute de ça. Quelle forme que ça va prendre? On va travailler ça dans les prochaines années, mais tout par rapport à la coupe d'arbres. On voyait aussi tout l'aménagement, comme disait M. le maire, du noyau villageois. Ouais. Donc, de concentrer aussi pour se donner des services, mais aussi, on parle, dans ce niveau-là, on parle aussi de l'aménagement de la mobilité. Donc, d'améliorer la mobilité aussi à l'intérieur du village, mais en connexion aussi avec les autres municipalités, avec Baie-Saint-Paul, avec le Massif. Sur ça, moi, j'ai une question très précise. Là. On sait qu'il y a du transport de travailleurs qui se fait là, régulièrement entre Baie-Saint-Paul et Petite-Rivière. C'est un circuit privé. Comment on explique que ça ne soit pas encore lié avec la mobilité? Parce que vous avez déjà des navettes qui traversent le village. Il me semble que Mobilité Charlevoix pourrait facilement faire un mix là, de travailleurs et puis offrir un service là, de navettes jusqu'à Baie-Saint-Paul. Ils le font déjà pour leurs travailleurs. Comment on explique que ça ne soit pas encore en place? Bien, nous autres aussi, on se questionne là-dessus. Mais il y a eu énormément de travail de rapprochement avec le Club Med dans le cas de l'organisation des travailleurs. Ça s'est fait. Évidemment, là, il n'y a pas eu d'entente possible pour le moment, mais on pense qu'il faut continuer à avoir des solutions. Et ça fait partie du plan, là? Bien, on ne le retrouve pas nécessairement dans le plan, mais dans le cas du cas précis qu'on donne, là, sur dans l'ensemble, là, la mobilité durable avec le transport collectif bien organisé, puis habituer les gens aussi à les prendre. On parlait de Réseau Charlevoix, qui est un train qui voyage entre Baie-Saint-Paul et Petite-Rivière et Québec. Pourquoi pas, finalement, dans l'avenir, que les gens ne pourraient pas le prendre non plus? On a un beau réseau là, qui pourrait... On dit pas non, on ne dit pas oui, mais on dit que c'est des choses qui vont se travailler dans l'avenir. C'est des choses qui ont été mentionnées dans vos consultations, ça. Mais on ne peut pas aussi loin que ça, en tout cas, à mon avis, à moins que M. Bien, il y a toutes sortes... Mais la mobilité a fait l'objet de discussion. Oui, la mobilité a fait l'objet de discussion et c'est certain que si chacun travaille en silo, on n'aura jamais un réseau qui est efficace. Donc, la problématique que vous avez citée tout à l'heure, on l'a déjà adressé là, aux autorités, aux personnes concernées. On va essayer de travailler quelque chose en collaboration. On ne peut pas avoir un système municipal, un système pour les employés du Club Med ou du Massif, un système pour les autres employés. Un système pour les handicapés. Exactement. Donc, il faut tout jumeler ça et ça va faire, en collaboration avec Mobilité Charlevoix, va faire qu'on va avoir quelque chose d'efficace et que les gens vont le prendre. Parce que si ce n'est pas assez intéressant, les gens ne délaisseront pas l'auto et on va toujours avoir des problématiques de circulation, de mobilité. Donc. Ça nous amène à une question qui est dans l'air ces temps-ci. Est-ce qu'on ne se dirige pas pour différentes municipalités puis pour différentes raisons vers une espèce de mutualisation des services? Il y en a qui parlent là, de faire des fusions municipales, qui est un terme très gros. Oui. Mais est-ce qu'à quelque part, on ne doit pas commencer à partager des services avec ses voisins, comme entre autres la mobilité? Qu'est-ce que vous pensez de ça? On le fait déjà dans des discussions avec Ville de Saint-Paul pour la sécurité incendie. OK. Il y a déjà des démarches faites. Il y a un projet là, qui est déjà sur la table là, pour voir la couverture incendie puis sécuriser. Nous, en contrepartie, le nombre de pompiers pour la force de frappe est insuffisant. Okay. Il y en a qui se rajoutent. On a bonifié un peu là, l'intérêt des pompiers de venir chez nous avec toutes sortes de formules parce que les gens ne sont plus bénévoles aujourd'hui, ils veulent avoir moins. On veut qu'on les reconnaisse par leur travail. Fait déjà là, ça a donné, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des ententes avec la ville d'à côté parce que c'est quand même majeur quand on parle de camions-échelles qu'on n'a pas nécessairement, mais dans le cas des forces de frappe, c'est l'obligation d'avoir finalement des partenariats avec la localité. On est dedans actuellement, là. Et nous, notre ville la plus proche, c'est Baie-Saint-Paul, fait que c'est avec eux qu'on partage ça. Le troisième élément que vous avez sur votre plan stratégique, c'est toute la question de l'identité. On parle là d'une mise en valeur de notre patrimoine, de développer un sentiment de fierté des citoyens. Comment on fait ça à l'intérieur d'une municipalité?
Cet axe-là, on le regarde, un aménagement planifié, respectueux de l'environnement, et puis assurer la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine. Comment, concrètement, on peut articuler ça? Je vais vous donner, quand vous parlez de respectueux de l'environnement, ça, c'est une étape. Il y avait une photo laquelle on a mis, là, à laquelle vous voyez un projet de développement là, Oui. en montagne, qui Oui. permet à un moment donné de dire que la municipalité était déjà très sensible depuis plusieurs années au respect de l'environnement par la coupe d'arbres qu'on contrôle subséquemment à toutes les fois qu'il y a des dépôts de demandes de projets et de construction pour garder une qualité de montagne avec du paysage là, à son maximum. Oui. Ça, ce sont des éléments à lesquels on travaille intensément sur l'environnement. Puis on a aussi toujours le lien avec interpeller avec les citoyens pour s'assurer que la qualité de vie de notre village, là, c'est indéniable. On veut que ça soit respecté aussi. On a surtout de problématiques entre les résidences de tourisme et ceux qui... Oui. Bien, ça, c'est un élément aussi en soi à lequel on travaille quotidiennement, puis il y a encore de la place à l'amélioration. De plus en plus, on veut sensibiliser les propriétaires, principalement, qui ont une gestion de résidences de touristes, qui soient finalement plus responsables dans le choix de leur clientèle, puis arriver aussi à faire le suivi pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. En résumé, quand on regarde et quand une municipalité se dote comme ça d'une planification stratégique, c'est quoi? C'est comme un guide pour toutes les questions concrètes que vous allez devoir aborder. Comment, comme directeur général, un plan comme ça vous aide là, au quotidien à prendre des décisions éclairées? Bien, ça nous donne un cadre. Ça évite que chaque projet soit évalué en silo, à la pièce. Uniquement par rapport à lui-même. Donc, ça nous permet d'avoir une vision un peu plus cadrée, mais en ayant des pistes pour nous aider à prendre des décisions quotidiennes en collaboration avec le conseil. Donc, quand il arrive un dossier, on peut le passer au travers du filtre qui est la planification stratégique. Et déjà, on va voir si ce dossier-là correspond aux axes qu'on a priorisés ou pas, au lieu d'évaluer les dossiers à la pièce et là, de créer peut-être des déséquilibres, qu'on a de la misère. Donc, ça nous donne vraiment des orientations et ça facilite le travail de l'ensemble de l'administration parce que tous les objectifs et tout le travail qui va être fait en arrière de ça devra pointer vers la planification stratégique. Donc, on part de plus précis et par la suite, les objectifs vont s'orienter vers ça. Donc, je suppose que, Monsieur le maire, pour conclure... Oui, mais ça nous donne des éléments à lesquels, qui nous rassurent, on n'était pas à côté tant que ça. On suivait un peu la tendance, finalement, de maintenir une qualité de vie des gens. Les gens nous le rappellent là-dessus, puis il y a des choses à améliorer. Et on se rend compte, qu'on n'était pas à côté tant que ça. On a bien fait les choses jusqu'à date. Il faut continuer. Là. Ça ne veut pas dire que avec un document comme ça, on va finalement le bonifier et permettre à un moment donné d'avancer des projets là, plus intéressants. On pourrait vous parler d'une formule de gros projets qui s'en viennent, puis à laquelle c'est pas là-dedans. Mais le plan stratégique, je dirais, il n'est pas dans le concret, il est dans l'orientation. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, nous, de notre côté, on n'hésitera pas à vous ramener, quand vous arriverez avec des projets, à vous demander, ça s'inscrit où, ça, dans votre plan stratégique? Tout à fait. On n'hésitera pas à le faire. Puis je vous remercie ce matin d'être venu nous rencontrer pour nous présenter votre plan. Merci de nous avoir invités. Merci de l'invitation. Okay. Wow. Le département de physiothérapie de l'hôpital de Baie-Saint-Paul bénéficie maintenant d'un nouvel outil de diagnostic pour les troubles vestibulaires financé par la Fondation de l'hôpital. Voici notre reportage. Le Visual Eye est le nom du nouvel appareil financé par la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul installé dans le département de physiothérapie. Tout à l'heure, on entendait le physiothérapeute, M. Turcotte, qui disait, bien moi, dans mes études, il y a 20 ans, dans mon rafraîchissement, il y a 10 ans, on me parlait de ça dans les grands centres, ils l'ont, dans certaines cliniques spécialisées. À Québec, ils l'ont. Dans Charlevoix, on ne l'a pas. Cette nouvelle acquisition, pour laquelle la Fondation a investi 17 000 $, permet de mieux prendre en charge les problèmes vestibulaires et de poser les bons diagnostics plus rapidement. Alors, c'est dans mon oreille. Puis, on a des canaux semi-circulaires qu'on appelle. On en a 3 dans lesquels il y a un liquide visqueux qui, lorsque je bouge ma tête, le liquide visqueux se déplace dans les canaux, puis envoie des informations au cerveau à savoir dans quelle position est ma tête dans l'espace. Je tourne vers la droite, il y a un canal qui est facilité, qui est activé. Puis, en même temps, de l'autre côté, j'ai la même chose. Il y a le canal qui va être inhibé. Ce qui va faire que le cerveau va se dire « OK, la tête de Steve tourne vers la droite ». Le système vestibulaire, il y a 2 fonctions principales. Il y en a d'autres, mais les 2 principales fonctions, c'est de permettre de fixer quelqu'un puis de bouger la tête. Alors là, je vous fixe, je bouge la tête.
c'est cet appareil-là qui fait en sorte que je suis capable de garder les yeux sur vous. La deuxième fonction importante, c'est l'équilibre debout. C'est que, oui, il envoie des informations au niveau du cerveau pour que je puisse garder les yeux sur vous. Donc, le cerveau, lui, va aller contracter mes muscles oculaires pour que mes yeux puissent vraiment rester sur la cible. Puis, l'autre fonction, c'est qu'il y a une relation avec les muscles de l'équilibre, les muscles qui sont responsables de l'équilibre. Donc, si le cerveau sent que ma tête s'en va vers la droite, bien là, mes muscles vont être contractés pour, me remettre en position droite. C'est en regardant le mouvement des yeux du patient pendant qu'il ressent des vertiges que le praticien peut déterminer de quel côté et quel canal est problématique. Alors, selon le sens où bas, où il y a un battement de l'œil, ça nous permet de savoir c'est-tu à droite ou à gauche, puis c'est quel canal. Est-ce que c'est le canal postérieur, antérieur ou horizontal? Sans l'appareil, il est plus difficile pour les praticiens de déterminer où se situe le problème exactement. Cela implique parfois la répétition de l'examen, ce qui peut devenir assez incommodant pour les patients. Quand les gens ont des vertiges, parfois, quand on veut évaluer quel côté est problématique, on a de la difficulté à voir comme il faut, la personne garde les yeux fermés ou l'œil fixe quelque chose qui fait en sorte que le petit réflexe anormal... Oui, exactement. Parce que ce nystagmus-là, ce mouvement-là involontaire, est inhibé par la fixation visuelle. Fait que moi, si j'ai une problématique vestibulaire et qu'on me fait faire un test, bien, si je suis capable de fixer quelqu'un ou quelque chose, mon petit battement, là, il va être léger puis de courte durée. Fait que le physio, le médecin, le chiro, le kiné, celui-là qui a la formation, s'il fait le test, la personne va dire « Oui, oui, je t'ai étourdi ou j'ai du vertige ». Mais nous autres, on n'a pas le temps de voir. Grâce à l'utilisation d'un masque et d'une caméra infrarouge, le patient se retrouve dans le noir complet et l'œil ne peut plus compenser. La caméra permet au praticien de visualiser et d'enregistrer les mouvements de l'œil. Je fais tourner mon client une dizaine de tours. Ça, c'est une manœuvre en particulier qui me permet de savoir est-ce qu'il y a un côté qui fonctionne moins bien que l'autre. Fait que là, ce que son œil il fait, là, c'est là, normal. Ce qu'il fait, oui, ça, c'est normal parce que là, voyez-vous, il cherche une fixation. Parce que le but, là, c'est de regarder, avoir un regard net sur une cible pendant qu'on tourne. Là, je viens de l'arrêter. Puis là, vous voyez le petit battement vers la droite. Oui, c'est ça. Ça, c'est un nystagmus. C'est ça, un nystagmus. Une fois la problématique vestibulaire bien cernée, le physiothérapeute peut cibler les bons exercices à faire pour rétablir son patient. C'est pour les personnes âgées, c'est pour les jeunes, c'est vraiment pour une clientèle variée. Donc, beaucoup d'usagers qui peuvent se prévaloir de cet équipement-là. Puis, ça permet aussi de préciser certains diagnostics. Hein. Des fois, on ne sait pas pourquoi on file comme ça, puis le médecin, il va par essai-erreur. Avec ça, c'est beaucoup plus précis. Donc, je pense que c'est vraiment, on optimise les services à l'hôpital. La Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul a financé l'achat de plusieurs équipements maintenant essentiels au traitement des patients. Environ 80 000 $ ont été investis dans la dernière année. Fait que ce que je peux dire à nos donateurs, à tous ceux qui ont envie de nous donner, bien, votre argent fait du pouce ici, à votre hôpital, proche de vous autres, pour que vous n'ayez pas besoin d'aller à Québec, pour que vous ayez des services dans votre région, puis attirer aussi des gens. On ne peut pas se permettre que M. Turcotte ou une autre personne attende encore 20 ans pour avoir l'équipement dont ils ont besoin, que ce serait tellement plus facile de travailler. Donc, c'est ça la mission de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Le comité touristique Cratère et Marée organise un grand événement bénéfice le 2 mai prochain. L'adjointe de développement touristique Dominique Bernier était ici pour nous en parler. Bonjour Dominique Bernier. Bonjour Lydia. Dominique, c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Tu es agente de développement touristique pour le comité Cratère et Marée. Oui. Moi, je connais bien le comité, mais j'aimerais que tu m'en parles un peu parce que c'est pas tout le monde qui comprend le concept. C'est vrai. Le comité touristique, en fait, Cratère et Marée, on travaille avec les MRC, on travaille avec les municipalités, Saint-Irénée, les Éboulements, Saint-Joseph-de-la-Rive. On est vraiment là pour travailler pour le rayonnement, en fait, du secteur, le secteur Cratère-Marée. C'est comme notre secteur phare. On fait rayonner, on développe des projets, on participe au développement, on soutient les emplois locaux par le biais de ces beaux projets-là. Oui. Donc, on sert vraiment à mousser, en fait, un peu le secteur. On travaille de pair avec le tourisme Charlevoix, oui. Vraiment, pour mettre en place, là, c'est vraiment au niveau touristique, en fait, vraiment pour
tout ça, développer les projets. C'est chapeauté par la MRC, c'est ça? C'est un OBNL, vraiment. Okay. On a un comité vraiment à part entière, un OBNL, avec plusieurs membres de SIAC sont là-dessus, puis des membres de SIAC sont très, très impliqués. Donc, vraiment, on travaille, on développe des projets. Tu sais, des fois, les MRC ou les villes ont des projets vraiment à nous proposer. On embarque là-dedans. On développe aussi des nouvelles choses. Le marché apéro, ça a été vraiment développé sur mesure. Là, l'encan, c'est vraiment un peu pour nous supporter, parce qu'on est un OBNL à part entière, puis c'est pour supporter, en fait, nos activités. C'est de demande de financement. On y reviendra justement à l'encan. Avant, tu nous as parlé rapidement d'un marché apéro. Donc, ça fait partie des choses que vous avez faites dans les dernières années. C'est assez jeune comme organisme. Ça fait 2-3 ans que ça existe. Cratère et Marée, avec l'image de marque, ça fait 2-3 ans, mais ça fait depuis 2007, je crois, que l'organisme existe. Qu'on le connaissait moins avec l'image de marque. Donc là, marché apéro, il y avait les ouvertures de terrasses aussi qui étaient célébrées dans le secteur. Qu'est-ce que c'était le marché apéro exactement? Marché apéro, vraiment, c'est comme on s'inscrit dans le modèle des marchés de Charlevoix. On est sur la route des marchés, tout ça. Puis là, nous, c'est vraiment un peu plus, on fait ça un peu festif, un peu ludique. C'était le vendredi, fin d'après-midi. Petite musique, petit drink, quelque chose à manger. Plus 5 à 7. Puis là, les artisans sont sur place. C'est la place de l'église. Donc, on a comme 3 ou 4 vendredis. Puis on va l'avoir encore ça, 3 ou 4 vendredis cette année. Donc, c'est pas systématique à toutes les semaines. Non, c'est différent un peu des marchés traditionnels. On a fait ça un peu. Il y a de la musique aussi. Il y a de la musique, il y a des petits bands, des chansonniers. Fait que oui, il faut faire ça cette année. Il faut voir vers quel angle on veut aller chercher. Là, mais c'est une formule la formule un peu du 5 à 7, c'est un bon exemple. Oui, puis on se rappelle en même temps, c'est ça, les marchés publics là, de la région se sont arrangés là, pour oui, il y a une belle promotion. Pas tout en même temps. Là. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Il faut vraiment faire ça de façon complémentaire. Là. Oui, donc on peut faire le tour. On peut faire le tour. Ça nous fait des belles fins de semaine. Vous avez des grands projets à venir. Des beaux projets à venir, Je pense surtout à l'espace de la Rive avec l'école Jean 23. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? C'est quoi l'école? En fait, il y a eu une grande étude publique qui a été faite. On voudrait restaurer l'école Jean 23 pour qu'elle devienne vraiment un espace public, autant pour les citoyens de la place. Joseph de la Rive, c'était comme un ancien milieu très, très actif et dynamique qui, à un moment donné, tombait un peu plus dans la tranquillité. Là, on voudrait comme peut-être voir là, pour redynamiser un peu le milieu. Puis l'école Jean 23, c'est vraiment un milieu, c'est vraiment dans le cœur du village. Fait que de restaurer, cette année, on va restaurer, on a eu une subvention. Ça aussi, il y a un OBNL qui est créé, Espace La Rive, vraiment, c'est à part. Donc, restaurer l'extérieur. On a la plage, on a une belle terrasse derrière. Une terrasse, une espèce de terrain vague. Là, qui a du potentiel. Oui, qui a du potentiel. Fait que de mettre des belles tables de pique-nique, des parasols, des petites lumières, ça va faire un peu festif, il va y avoir des activités. On n'a pas encore planifié tout ce qu'on veut faire. Mais on peut s'imaginer des séances de yoga le samedi matin, un petit 5 à 7 le soir, un petit food truck sur place. Fait que ça va s'en aller en développement comme ça, tranquillement, pas vite. Il y avait le sentier de la Rive qui planifiait se rendre jusque-là. Qui va se rendre jusque-là. C'est ça. Fait que vraiment, à terme, on aimerait donc bien ça avoir une station de vélo. Oui. Comme sur. C'est ça, on pense à y mettre des services utiles. Des services utiles. On a déjà des stationnements. Il y a un stationnement pour les vannes. Les vannes. Fait que les stationnements-là, il y a accès, effectivement. Je ne sais pas s'il y a la douche, mais il y a accès aux salles de bain. Fait que les vannes peuvent se stationner là. On a comme ma collègue vraiment installé ça depuis l'année passée. Là. On a plusieurs. Petit à petit, il y a déjà des parties du projet qui s'installent. Puis là, ça va. Puis à terme, l'année prochaine, on voudrait restaurer l'intérieur de l'école, puis ouvrir, là, comme une espèce de grande terre, intérieur-extérieur, faire l'espèce d'espace de vie. C'est vraiment ça l'objectif de là, tu nous dis, ça va être un autre OBNL qui va gérer ce C'est une autre OBNL présentement qui gère. Le comité touristique Cratère-Marie, en fait, on est comme frères et sœurs, on travaille ensemble vraiment de pair là-dessus, mais c'est comme une OBNL qui a été créée, Espace La Rive, vraiment pour gérer ce volet-là, avec ses budgets spécifiques à lui. Puis comité touristique Cratère-Marie, lui, comme on travaille de pair. Ouais, je travaille. Moi, en tant que ressource, je travaille. J'ai une portion de mon temps que je mets pour eux. On leur donne aussi on les soutient au niveau financier aussi. Donc c'est comme des sœurs. Un peu comme ça, oui. Des frères et sœurs. Oui. Il y a un autre beau projet qui est la promenade aussi à Saint-Irénée. Promenade du littoral, promenade des bains. En fait, on ne sait pas trop encore quel nom qu'on voudrait y donner, mais promenade des bains, j'aime bien. Toute la belle promenade, en fait, toute la
la traque de chemin de fer à Saint-Irénée, qui est sur le bord de l'eau. Mais plutôt que de marcher sur la traque de chemin de fer, faire une belle promenade avec des belvédères, avec des thématiques. Là, on a défini les thématiques avec un comité de travail de gens. Est-ce qu'on parle de sentier d'interprétation? Ça va être un peu, on veut ça un peu plus ludique qu'informatif. Donc, ce qu'on espère, c'est d'avoir une espèce de storytelling, d'aller chercher des anecdotes, des citations. Il y a une citation qui va être sur les mémoires vivantes, donc on va parler de Cyril Forget. Mais tu sais, aller moins dans l'informatif que dans un peu plus ludique, un peu plus storytelling, d'aller chercher... Tu sais, dans ce temps-là, comment ça se passait, une petite citation. Pour intéresser tout le monde, puis pas nécessairement avoir à le faire au complet, peut-être. Oui, c'est ça. Bien, c'est quand même une petite distance, ça se fait bien. Puis il va y avoir des espèces de belvédères et une version, on veut vraiment le faire, une version, avoir un QR code. Un QR code qui va rediriger vers probablement une vidéo avec un peu de storytelling, une vidéo un peu... avec quelqu'un qui raconte. On intègre le numérique vraiment pour augmenter un peu l'expérience. Là, ça, c'est à venir cet été? À venir cet été. OK, déjà? Déjà cet été. Avant la Saint-Jean, probablement que les stations vont être intégrées. Ensuite de ça, au milieu de l'été, on va pouvoir intégrer tranquillement pas vite les panneaux plus informatiques. Oui, l'installation. L'installation du contenu et tout ça. L'inauguration est prévue pour fin de l'été, début l'automne. Ah, super! Donc, on suit ça. Et d'ailleurs, bon, là, vous l'avez dit tantôt, vous êtes un OBNL. Il y a un événement important qui s'en vient pour vous aider à vous financer. Expliquez-nous un peu ce que c'est comme événement. L'événement Côte à Côte, je pense que ça fait longtemps. C'est ça, j'ai su hier, parce que moi, je n'étais pas dans la région avant et tout, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu lieu. Je pense qu'il y a eu lieu avant la pandémie. L'année passée, ça se supposait en avoir lieu, mais finalement, ça n'a pas marché. Il y a eu une inondation, il y a toutes sortes d'affaires. Là, on revient cette année avec notre bel événement. C'est une levée de fonds. C'est un bel événement, c'est un banquet. En fait, le but, c'est vraiment de faire un événement. C'est une levée de fonds, mais c'est une levée de fonds accessible. Le but, c'est de faire comme un événement convivial pour les gens de la région, puis pas juste de Saint-Irénée, des éboulements. Là, c'est vraiment les gens de Charlevoix complet. Donc, on achète un billet pour acheter un billet, 39 accessible. Tu as accès au beau banquet, produit du terroir, un bar à huîtres en entrée. Il va y avoir de la boisson sur place, ça, c'est à vos frais. Puis le but, c'est d'avoir après ça l'encan. C'est un encan chinois, encore en numéro. C'est vraiment, on a des partenaires, collaborateurs qui nous ont donné des prix là, vraiment exceptionnels. On a des nuitées en hébergement, des paniers de produits du terroir, des œuvres d'art. Puis le monde, il va y avoir des tables à 5 des tables à 10 puis le monde... Bien, il achète un nombre de billets. Moi, je veux un billet à 5 pour cette table-là. Alors ça, c'est comme une espèce de tirage qu'on fait. Il y a on rentre. Est-ce qu'on met des billets dans des pots? On achète. Il va y avoir une encanteuse. Une encanteuse qui nomme des numéros. Puis là, il faut marquer nos numéros. Il y a comme une vraie, là, qui parle une vraie encanteuse qui va être là. Cécile Allard, qui est notre collègue, qui va nous prêter sa voix. Ça a l'air que c'est comme un exercice physique, là. Oui, ça doit être impressionnant. C'est un spectacle en soi. C'est un spectacle en soi. Ça va être une belle soirée. On va faire ça vraiment comme convivial. Puis c'est le 2 mai, ça va être le printemps, ça va être festif. À quel endroit ça se passe? Au domaine Forget. OK. Puis, on a beaucoup, c'est ça, nos partenaires collaborateurs. On a des partenaires donateurs qui nous donnent des produits. On a le domaine Forget qui nous prête la salle, tu sais, gracieusement. On a Léon Lily qui nous font le banquet, tu sais, avec des commandites et tout. Pour le but, c'est d'aller vraiment, de rassembler tout le monde. On a le Saint-Y, Ève du Saint-Y qui va nous faire le bar à huîtres. Tu sais, on a vraiment comme des beaux partenaires là-dedans. Des belles collaborations. Puis le but, c'est que on fait un prix d'entrée accessible pour avoir le plus de monde possible, pour avoir du plaisir. Puis notre levée de fonds se fait via l'encan, en fait, comme avec les produits qu'on a eus. Avez-vous un objectif? 10 500 $. On va couvrir nos frais à ce moment-là pour avoir un petit surplus de 5-6 000 Un petit coussin pour mener nos projets, fait, pour continuer là, nos développements, puis tout ce qu'on a comme idée dans la tête là, pour Donc, pour terminer, années. Dominique, comment on peut se procurer les billets, justement, pour en fait, allez sur notre page Facebook, c'est le plus facile. Je pense facebook.com/Cratère et Marée. Il y a plein d'informations. J'ai le menu là-dessus, j'ai de l'information sur c'est quoi l'événement. J'ai des liens facilement accessibles. Sinon, il y a un communiqué de presse qui est passé avec un QR code, mais ça, je pense que ça dépend vraiment là, si vous le voyez passer. Mais notre page Facebook, tout est là, avec les informations. Un petit lien Bitly. Aussi les événements. Vous pouvez suivre aussi tous les autres projets qui s'en viennent. Super. Merci beaucoup, Dominique. On vous souhaite bonne chance. Merci. C'était un gala fort en débrouillardise auquel ont eu droit les membres de la Chambre de commerce de Charlevoix qui ont célébré leur gagnant le 21 mars dernier. Voici un survol de la soirée. Le manoir Richelieu était une fois de plus l'hôte du gala Charlevoix reconnaît, organisé par la Chambre de commerce de Charlevoix le 21 mars 2024.
Un peu moins de 400 personnes étaient rassemblées pour célébrer l'excellence de l'entrepreneuriat dans la région. Merci. Ça commence en force. On pensait que ça allait suivre l'ordre sur le menu, mais vraiment, non. Donc, merci. C'est vraiment un honneur pour Café Charlevoix de remporter ce prix ce soir. La présence du magicien Alain Choquette et de la chanteuse Annie Villeneuve ont de toute évidence été appréciées par les spectateurs qui se sont retrouvés dans le noir après à peine la moitié du gala de fait. Un pays qui commence par la lettre que vous avez en tête. Restez avec moi. Les grands vents ayant eu raison du réseau d'Hydro-Québec, les organisateurs ont dû trouver rapidement une formule alternative pour remettre les prix restants. C'est donc dans un grand corridor sous les lumières de sécurité que les gagnants ont été annoncés de façon un peu plus modeste. Parmi les nombreux gagnants de la soirée, les Jardins de la Minga se sont démarqués en remportant la bourse Charlevoix Soutien de 10 000 $, en plus du prix L'Indispensable en agriculture ou agrotourisme. Les Jardins de la Minga, c'est un projet qui a débuté il y a plusieurs années, en fait, il y a 7 ans, je pourrais dire. Juste parce que Ben et moi, on a été super inspirés en voyage en faisant nos formations agricoles en Amérique du Sud. Puis on a commencé là, à créer cette entreprise-là à l'extérieur. Puis quand on est arrivé dans Charlevoix, qu'on a trouvé la belle terre sur le chemin Sainte-Croix, puis que nos familles ont embarqué dans le projet, c'est vraiment là qu'on a commencé à mettre en œuvre le projet agricole. À la base, c'était vraiment une terre en friche depuis 40 ans. Puis on avait la vision de redonner vie à ça, puis de créer vraiment un projet pour la communauté dans lequel on participerait puis qu'on se développerait en tant qu'être humain. Puis on est super fiers, là, après 5 ans, là, de voir où est-ce qu'on est rendu, comment on a grandi en tant qu'être humain puis en tant qu'entrepreneur aussi. On est quand même super jeunes, puis de voir des gens comme ça qui viennent chez nous participer aux événements, puis qui sont super réceptifs, puis de faire pousser tous ces beaux légumes-là, c'est vraiment un privilège. Puis on a été tellement bien accueillis. Fait que, voilà. Vous avez remporté le prix de l'Indispensable, ça confirme votre choix? Certainement, puis je suis vraiment surprise parce que en fait, Charlevoix regorge de belles entreprises agroalimentaires, puis on est juste comme vraiment choyés de faire partie de cette belle gang-là, puis n'importe qui aurait pu remporter ce prix-là. On est vraiment reconnaissants. Là. Les copropriétaires de la microbrasserie de Charlevoix ont aussi été les heureux récipiendaires du prix L'Ambassadeur pour son rayonnement hors Charlevoix. Ils ne s'attendaient toutefois pas à être hommagés en plus en tant que grands bâtisseurs. Bien, je pensais pas que c'était pour se passer comme ça avec le manque d'électricité. C'est que finalement, il y a eu un courant électrique qui s'est passé, excusez, mais il y a vraiment, oui. Si on venait ici, on est en nomination pour un prix qu'on espère gagner. Puis on est en nomination contre des amis qu'on aime beaucoup. Fait que, on ne pouvait pas partir déçus parce que c'est toutes des bonnes personnes. Puis on était là et on se disait on va passer une belle soirée. Ça, par exemple, ça nous a un peu... moi, ça m'a déstabilisé, mais du bon... mais moi, c'est ma bière. C'est drôle. Ben oui, Ben oui! Ça, on se permet de boire devant la caméra. Alors, elle est comment, cette bière des grands bâtisseurs? Écoute, c'est merveilleux. Ce soir, c'était complètement inattendu de se faire nommer grand bâtisseur de Charlevoix. Oublie ça. Puis c'est pas fini. On a des beaux projets qui s'en viennent. Vous allez entendre parler, puis ça va nous donner des ailes, puis donner aussi de l'énergie, de la force. Pour continuer à aller plus loin. Yes! Ce gala, qui est aussi le dernier de la directrice Joanne Côté, aura sans doute marqué ceux qui y étaient présents. Bravo aux bénévoles et aux participants qui ont collaboré et fortement contribué à rendre possible la tenue du gala dans son entièreté. Hang on every word you say.
En réponse aux impacts de la loi C-18 et à la crise des médias, TVCO a donné une cure de jouvence à son site Internet. Martin Ouellette nous en fait la présentation. Bonjour Martin Ouellette. Lydia, bonjour. TVCO vient de mettre en ligne son nouveau site Web. Oui. Mais avant de s'y plonger ensemble, dites-moi pourquoi un nouveau site Web pour TVCO? Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'au 1er mai dernier, en réaction au projet de loi C-18 du gouvernement fédéral, les grands réseaux sur Internet, on parle de Meta, de Google et de Facebook, entre autres, ont décidé de couper les sources d'information provenant du Canada. Alors nous, ce que ça a eu comme impact, c'est qu'on avait la majorité, je dirais, de notre présence sur Internet passait sur notre site Internet qui était assez désuet, mais surtout sur Facebook. Oui. On avait beaucoup d'amis, puis on avait beaucoup de partages, puis on avait pris l'habitude de travailler. Alors du jour au lendemain, on a perdu Facebook. Alors on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment partager la nouvelle? Bon, alors à partir de ce moment-là, on a fait un travail à rebours, puis on a bien constaté qu'il fallait d'abord refaire notre site Internet, le mettre au bout du jour, et puis ensuite se donner des outils qui vont nous permettre de faire connaître puis de permettre aux gens aussi de partager nos productions et puis les différents reportages. Donc, c'est la nouvelle façon, finalement, de faire voyager l'information puis les productions de TVCO. Oui, puis c'est une façon autonome. Avec ce qu'on vous présente là, nos amis resteront toujours nos amis et nos abonnés seront toujours nos abonnés. Donc, on repart un peu de plus loin parce qu'on avait quand même une belle envergure sur Facebook. Oui, on avait une belle communauté. Mais là, on repart avec ça. On espère rebâtir notre communauté. Et je sais que les autres médias qui ont fait ça, qui ont décidé de s'autonomiser puis de créer leur propre communauté, connaissent des bons résultats. Alors, j'espère que ça va être le cas avec notre nouveau site Internet. Bien, voyons ça ensemble. Donc, le site, l'adresse reste la même, disons-le, tvcotv.com. Absolument. Et quelles sont les nouveautés? Bien, essentiellement, ce qu'on a constaté, c'est qu'on produit beaucoup de nouvelles, qu'on produit beaucoup de segments de nouvelles, mais que les gens, quand on arrive et qu'on dit « Oui, ton entrevue, va la partager sur les actualités », puis il y a 30 minutes à partager pour avoir 5 minutes peut-être d'entrevue, on a constaté que ce n'était pas un format qui était très, très bon pour les réseaux sociaux. Puis d'ailleurs, auparavant, on faisait déjà ça sur Facebook. On coupait nos différents reportages de façon à produire des vidéos qui soient comestibles ou qui soient facilement... On segmentait selon les sujets. Absolument. Et c'est cette idée-là qu'on a repris avec le site Internet. Alors, ce qu'on peut voir présentement, quand on arrive sur notre page d'accueil, ça ici, ce que l'on voit, ce sont les nouvelles de la semaine. Alors, ça, c'est les reportages que vous, parfois, Lydia, vous avez fait, que d'autres ont fait, mais que l'on voit ici et qui roulent un après l'autre. Alors là, ça nous permet donc, comme dans le cas, par exemple, des agriculteurs que l'on voit là, bien, l'Union des producteurs agricoles partage ce reportage-là. Est-ce que l'Union des producteurs agricoles aurait partagé l'ensemble de l'actualité, de l'émission Les Actualités TVCO? Je ne crois pas. Alors, on a un peu, ce qu'on dit, nous, on a saucissonné nos productions. On en a fait des tranches plus minces pour permettre à tout le monde d'aller directement vers la nouvelle, le sujet, et d'éviter d'avoir à passer à travers toutes les émissions. Alors, on le voit ici. Puis ce que je veux souligner, ça, vous allez voir avec la souris, c'est important de le voir, on a maintenant des outils de partage aisés. Alors ici, on se retrouve à ouvrir sa page Facebook et à partager. En un clic, on envoie. Là, on est sur Twitter, en un clic. On peut également l'envoyer par son courriel avec l'adresse de courriel ou encore, si on désire l'intégrer à un autre site Internet, obtenir un lien URL qui permet, en copiant-coller, de faire apparaître la vidéo sur d'autres sites Internet. Alors déjà, ça, pour nous, c'est quelque chose d'important. L'outil de partage est là, et puis aussi, on partage selon les thèmes. Alors là, on voit les thèmes de la semaine. Ce qui est important aussi, c'est qu'on ne fait pas que des actualités. Vous voyez là les différents reportages que l'on a mis en une. Qui se mettent à jour aussi régulièrement. Absolument. Mais si on va un peu plus bas, vous avez des émissions qui sont en vedette. Parce qu'à TVCO, vous le savez, Lydia, on fait également l'émission Le Vestiaire, où on a une chronique chasse et pêche, des invités locaux qui parlent de sport. Donc, on va les retrouver là. Même chose pour Ça se passe chez vous. Josette Tremblay accueillait dernièrement quelqu'un du club d'astronomie qui nous disait comment on peut faire pour observer l'éclipse en toute sécurité le 8 avril prochain. Donc, ce sont des reportages, vous pouvez le voir là, qui proviennent de nos autres émissions. Et quand on parle de nos autres émissions, beaucoup les gens nous demandaient souvent « Hey, on peut trouver ça où, telle émission, ou de telle façon. » Alors, on est très heureux de vous montrer qu'effectivement, on a refait nos sections. On vous voit, Lydia, là-dessus. Ben oui. Mais vous ne serez pas seul. On me voit également pour le bulletin des régions que j'anime. Donc, chaque émission a sa page. Chaque émission a sa page. Alors, soyons humbles. Allons du côté là, du vestiaire pour voir. Alors, les gens qui nous demandent « Hey, qu'est-ce qui arrive au vestiaire? Est-ce que je suis passé au vestiaire? » Bien là, vous pouvez le voir. Là, j'ai fait un clic, je dis bien. Ensuite, voir le dernier épisode disponible, un deuxième clic. Et on arrive tout de suite sur notre plateforme YouTube qui nous permet d'avoir, en 3 clics, accès à l'épisode complet. Accès à l'épisode complet.
Et cette démarche-là, c'est la même quand on est aux nouvelles, quand on est dans, dans les choses que l'on a mis en haut, en ouverture de notre site web. C'est très inspiré des sites des grands réseaux, là. Ça fonctionne de la même façon. Je dois vous confier, au moment où on a imagé, ou en tout cas, on a réfléchi sur le site, on a regardé le site de Radio-Canada, on a regardé le site, effectivement, des grands réseaux, on a regardé les autres médias dans la région, et puis c'est ce que vous voyez là. Puis on s'est dit aussi, il faudrait que ça ressemble à une page Facebook, que ça soit facile à partager, qu'on soit capable de monter une communauté. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait. Oui. Puis ça donne le résultat qui est là. Honnêtement, nous, on est, je vais vous le dire, on est assez contents quand même. On est contents de notre site Internet. Alors, quand on revient à l'entrée, d'abord, je vais le mentionner, là, on va pousser dans les prochaines semaines pour abonner des gens à notre infolette. Donc, on demande aux gens de s'abonner parce que la façon de nous appuyer, c'est de nous partager puis de s'abonner à TVCO, que ce que l'on fait, puis le beau travail qu'on réalise, soit connu au plus grand nombre de personnes possible. Donc, à chaque fois que vous arrivez sur le site, on va proposer aux gens de s'abonner, bien sûr. Et quand vous voyez l'ensemble du site, bien là, on a donc nos actualités, les extraits de nos principales émissions. Nos émissions sont là, comme telles. Ensuite, bien, on tombe tout simplement vers nos catégories. Puis là, c'est intéressant aussi parce que chacun des reportages que l'on fait ou des extraits que l'on réalise, on leur donne chacun une appellation. Alors, comme vous voyez ici, par exemple, ce que l'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles qui sont sorties art, culture et patrimoine. Alors, quand on y va, par thème, mais c'est la même chose. On va voir apparaître nos différents reportages, puis on les a avec leur date de parution. Donc, un coup qui sont plus dans les dernières nouvelles ou en vedette, on peut les retrouver dans cette section-là là, de façon saucissonnée. Oui, puis ils réapparaissent donc sous des thématiques. Alors, on le voit là, art, culture et patrimoine pour ce qui est de cette nouvelle-là. Et puis tout ça est classé, bien sûr, selon les dates. Alors, on est très heureux de ça. Mais en terminant, je voudrais quand même vous dire, il y a deux choses. D'abord, vous pourrez devenir membre. Il y a une plateforme pour devenir membre. Il y a une plateforme pour devenir membre. Et puis, ce qui s'en vient. Le gros bouton rouge dans le coin à droite. Celui-là, on le voit bien. Écrit en direct, qui nous intrigue. Alors, c'est notre prochaine innovation. On travaille là-dessus. Ce que là, on s'est dit, attendons pas que tout soit prêt pour présenter ce beau produit à nos auditeurs et à ceux qui nous suivent. Mais prochainement, et là, je vais cliquer dessus, vous allez voir, parce que ça va vous donner la réponse. On est en construction de ce côté-là, parce que très bientôt, on envisage d'offrir notre télévision en streaming et de vous faire de la télévision en direct. Donc, on espère qu'avec ce site-là, avec les moyens de partage que l'on a mis en place, avec ce qui reste à faire, bien, on va être en mesure de reprendre notre place sur les réseaux et puis de faire connaître le beau travail qu'on réalise. Super. Donc, ceux qui ne sont pas nécessairement abonnés au câble auront maintenant l'occasion de regarder TVCO sur le web. Et ils sont malheureusement nombreux, donc on espère maintenant être en mesure de bien les rejoindre. Parfait. Mais merci beaucoup, Martin Ouellette. Ça me fait plaisir. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.